Alors, merci, cher professeur, Madame Bakouri. Alors, tout d'abord, je suis ravie et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui au sein de cette belle journée. Et je vais aborder une thématique, leçon. Je vais aborder une thématique à la croisée de la gastroentérologie et l'immunologie pédiatrique, qui sont les colites dans le cadre du déficit immunitaire. Alors, comme vous le savez très bien, que le côlon ne se limite pas à la fonction du transit et la résorption hydrique, mais plutôt c'est un organe immunitaire à part entière. Ça contient le plus grand pourcentage des cellules lymphoïdes dans l'organisme. Et on peut l'illustrer comme un théâtre qui assure le dialogue entre les moyens de défense et le microbiote. Et en fait, quand ce dialogue se rompt, on a cette frontière entre défense immunitaire et défense immunitaire et cette agressivité antigénique va s'effacer et donner lieu à une inflammation digestive. Voilà sans tarder, et on va parler aujourd'hui des colites inflammatoires dans le cadre du déficit immunitaire. Mais je vais commencer par rappeler les colites qui sont très connues en pédiatrie, les maladies inflammatoires chroniques d'intestin, qui regroupent la maladie de Crohn, comme vous le savez, qui touche les 3 tuniques de la paroi intestinale, et la rectocolite hémorragique qui touche essentiellement le rectum et le côlon. Donc, ce sont des maladies qui évoluent par mode alternance poussée et rémission. Donc, ce n'est pas dans un seul tenant. Et c'est des maladies qui sont marquées actuellement et aujourd'hui par une incidence qui est très élevée et à l'échelle mondiale. Contrairement à ce qu'on sait sur ces maladies, ce qu'on savait sur ces maladies avant les années 80, avant les années 60, l'incidence et la fréquence étaient limitées dans les pays industrialisés, et les pays riches, les pays nordiques, au niveau de l'Europe et au niveau de l'Amérique. D'accord ? Mais aujourd'hui, on assiste à une expansion mondiale. On va chercher à trouver une explication à ça. Alors, chez l'enfant et en pédiatrie, par rapport à chez l'adulte, l'évolution elle est très agressive, elle est marquée par des complications sérieuses, notamment en matière des maladies de Crohn. On a beaucoup de fissures, beaucoup de risques de perforation, beaucoup d'absédation. Et aussi, on a un volet qui est on a un volet qui est très pathologique, notamment l'impact sur la croissance et le développement pubertaire. Donc, ces maladies inflammatoires, ça freine la croissance de l'enfant avec un retentissement psychologique qui est très important. Alors, ce dernier temps, et précisément ces dernières années, à partir des années 2000, on commence à diagnostiquer des formes, cette inflammation digestive chez les plus petits. Donc, parce que l'âge habituel des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin se situe dans la fourchette de l'adolescence, entre 10 et 14 ans. Donc, on commence à diagnostiquer ces maladies chez l'enfant plus petit, dans l'âge moins de 10 ans. Et ça rentre dans une entité bien définie, les Early Inflammatory Bowel Disease et les Very Early. Alors, ces Early, voilà, je vais les marquer ici dans le tableau. Les Early Inflammatory Bowel Disease, ce sont les maladies inflammatoires qui surviennent avant l'âge de 10 ans. Et les very early inflammatory bowel disease, ça survient, c'est les formes très précoces qui surviennent avant l'âge de 6 ans. Donc, on va faire un focus sur ces pathologies. Alors, qu'est-ce que c'est ces pathologies? Ça représente 25% de l'ensemble des colites inflammatoires survenant dans l'enfance, et ça présente une différence significative par rapport aux formes classiques, aux formes tardives. En matière de quoi? En matière de sévérité clinique, c'est des formes qui sont très sévères, c'est des formes qui ne répondent pas au traitement classique qu'on donne aux maladies inflammatoires chroniques, notamment la corticothérapie, l'immunosuppresseur. Donc, on a une mauvaise réponse thérapeutique. Et cependant, on a cet aspect endoscopique, histologique et similaire par rapport aux maladies classiques. Donc, ça ne nous permet pas de faire la différence. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, et surtout avec l'avènement du séquençage à haut débit, que ce sont des maladies qui sont liées à des troubles monogéniques. Et à ce jour, il y a plus de 80 gènes impliqués essentiellement dans la régulation immunitaire. D'où l'importance de faire que le bilan immunologique et immunogénétique doit faire partie intégrante de ces maladies. Pourquoi? Parce que la prise en charge doit être individualisée, on va voir ça. Alors, sur cette courbe qui montre l'incidence des maladies inflammatoires en fonction de différentes tranches d'âge, regardez ici, ce qui est marqué en rouge, c'est la tranche d'âge la plus touchée, et on voit qu'il est en nette augmentation
elle augmente sans freinage. Alors, et ici, et en parallèle à cette courbe qui représente l'adolescence, il y a aussi une augmentation de cette courbe-là, la courbe bleue qui représente les enfants plus petits, dont l'âge est moins de 10 ans. D'accord. Voilà, et en parallèle, on voit qu'il y a une augmentation de ces formes précoces. Regardez ici, ça représentait. Très bien. Alors, ça représentait par cette courbe bleue, regardez, les enfants moins de 10 ans, l'incidence augmente d'une manière significative en parallèle avec ces formes tardives. Alors, euh, euh, nous avons réalisé un travail de thèse sur la maladie de Crohn avec un suivi évolutif sur 10 ans et on a objectivé le même constat. Regardez ici, à partir de l'année 2019, on a une augmentation franche de l'incidence de ces formes précoces pour atteindre un pic d'incidence en 2022 puis se stabiliser. Et en revanche, on a une diminution des formes classiques. Et ben, la première des choses, on demande pourquoi cette augmentation de l'incidence chez cette population pédiatrique jeune. Alors, ce qu'on connaît, un défaut d'animation, c'est pas grave. Alors, ce qu'on connaît sur le modèle physiopathologique qu'on connaît sur la maladie de Crohn, c'est un modèle d'interaction entre une susceptibilité génétique touchant surtout les gènes NOD2 et CART15 qui codent pour les gènes de l'immunité innée, c'est les mutations génétiques les plus historiquement connues. Alors lorsque ces gènes s'interagissent avec les facteurs environnementaux, notamment incluant la pollution d'air, le régime occidental qui devient de plus en plus consommé chez nos enfants, contrairement à notre régime de base qui est méditerranéen, qui est protecteur. Et puis aussi, il y a l'utilisation des antibiotiques depuis le bas âge d'une manière excessive. Alors ces facteurs, ils vont faire quoi? Ils vont altérer notre microbiote intestinal et ils vont favoriser certaines bactéries, comme cette bactérie qui est largement montrée comme facteur pathogène, Fecalibacterium prosnitisi, qui a des caractères anti-inflammatoires, qui protègent notre flore intestinale. Donc, il peut être diminué par ces expositions environnementales et cette interaction mutation génétique facteurs environnementaux va agir comme une véritable étincelle déclenchant cette cascade d'inflammation. Ça, ce qui concerne quoi? Ça, ce qui concerne le modèle classique des Mickey. Alors maintenant, mais ce modèle ne peut pas être appliqué sur ces formes survenues d'une manière très précoce. Et avec l'avènement et l'essor des méthodes de séquençage à haut débit, alors on a pu découvrir certains gènes impliqués dans ces formes de survenue très précoces, notamment le XIAP, l'interleukine 10, il y a la DAM17. Et ces gènes, ça converge vers des fonctions biologiques rentrant dans le cadre de l'homéostasie intestinale et impliquant en principe 4 domaines. Alors, le premier domaine, qui est largement discuté, l'altération de la barrière intestinale. Deuxième mécanisme, c'est l'altération des défenses muqueuses. Et puis, troisième mécanisme, c'est la perte de tolérance immunitaire vis-à-vis de notre microbiote. Et à la fin, divers mécanismes impliquant la dysrégulation de l'immunité adaptative, lymphocyte et B, et aussi la dysrégulation de l'immunité innée. Dans l'exemple type, c'est les maladies auto-inflammatoires. Alors, et ça a été largement, cette association déficit immunitaire et coli, ça a été largement démontré et orienté par la classification internationale des déficits immunitaires dirigée par notre éminent professeur et nous a permis de faciliter la tâche et d'orienter les gènes pouvant être associés à ces colites précoces. Alors, commençons à détailler un des facteurs principaux de la survenue de cette colite et qui est largement aujourd'hui discuté, c'est l'altération de la barrière intestinale. Alors, l'altération de la barrière intestinale, il faut que vous sachiez qu'il y a deux types de perméabilité intestinale. Il y a la perméabilité transcellulaire qui se passe à travers la cellule épithéliale, à travers un gradient de pression, un système de transport spécifique. Il y a la perméabilité paracellulaire qui se passe entre les cellules épithéliales. Alors, ce qui a été montré, c'est que quand on a cette altération spécifiquement
paracellulaire, c'est-à-dire on a une défaillance de la jonction serrée entre les cellules épithéliales, ça va donner lieu à une augmentation de la perméabilité et par la suite déclenchement des maladies inflammatoires. La voie la plus incriminée dans cette perméabilité, c'est la voie LMCK. C'est la myosine light chain kinase. En fait, c'est une enzyme qui assure l'étanchéité entre les cellules épithéliales. Et quand cette enzyme est défaillante et suractivée par facteurs inflammatoires, essentiellement la voie TNF, ça va entraîner une contraction puis ouverture de ces jonctions interépithéliales et donner lieu à cette inflammation intestinale. Et ça a été largement démontré par des études expérimentales. Ici, un modèle de souris, ici cette étude qui montre que le transfert des lymphocytes pro-inflammatoires naïfs chez des souris dépourvues de système immunitaire, là on remarque que la première voie touchée dans cette colite, c'est la voie LMCK. Alors, et on appelle ce concept quand l'intestin est fouillé. Donc, c'est l'intestin qui fouille, qui cause cette... c'est l'intestin là où on a cette défaillance de barrière intestinale. Alors, ici, c'est un tableau qui regroupe l'ensemble des gènes incriminés dans les colites inflammatoires précoces. Et on voit ici en haut et à droite, ce qui est encadré en noir, les principaux gènes pouvant donner lieu à cette défaillance de la barrière intestinale. Deuxième mécanisme qu'on va expliquer, c'est l'altération des défenses de la muqueuse. Et on va être centré et focalisé sur l'altération de la fonction phagocytaire. Dans l'exemple type, c'est la granulomatoseptique chronique. Alors, la granulomatoseptique chronique, ça entraîne quoi? Ça entraîne un défaut de la clairance bactérienne. C'est les bactéries qui vont s'accumuler par un défaut des fonctions oxydatives phagocytaires. Et ça va causer une stimulation immunitaire excessive qui va déclencher une voie inflammatoire, la voie inflammatoire essentiellement via la production d'interférons gamma, et donner lieu à une inflammation qui va toucher tous les organes dont le tube digestif fait partie. Et on va être focalisé sur ce tube digestif. Alors, dans ce sens, nous avons conduit une étude méthodologique observationnelle sous la direction de ma chère professeure Benhessein qui a encadré cette étude et sous l'aide majeure de l'équipe de professeur Bakouri, essentiellement le doctorant Hamada qui a beaucoup contribué à ce travail. Donc, et cette étude inclut 12 patients atteints de granulomatoseptique chronique, 6 avec atteinte inflammatoire, 6 avec atteinte inflammatoire digestive et 6 sans atteinte inflammatoire digestive, et on les a comparés à un groupe témoin de 25 patients. Alors, l'étude immunologique, ça a été faite par l'analyse immunologique par la cytométrie en flux, en analysant les différentes populations lymphocytaires T et B régulateurs. Ici, c'est un tableau qui regroupe les principales caractéristiques de nos patients avec colite inflammatoire. Et on remarque ici, regardez ici l'âge, c'est des colites précoces qui surviennent avant 10 ans. C'est l'âge de survenue et était entre 1 et 6 ans maximum. Alors, le sexe, on a noté une prédominance masculine. Et puis, les signes digestifs était marqué essentiellement par la diarrhée glérosanglante, par les rectorragies, avec des facteurs d'inflammation très élevés. La calprotectine, qui est un marqueur d'inflammation intestinale, on l'a trouvé pratiquement élevé chez tous les malades. Et on a noté, sur le plan endoscopique, un aspect de colite ulcéreuse. Donc, c'est comme la rectocolite hémorragique. Ça ne remplit pas les critères de maladie de Crohn, mais c'est comme la rectocolite, c'est des ulcérations essentiellement localisées au niveau du rectum et au niveau colique. Alors, voici des exemples de nos malades. C'est une fille qui était admise initialement par des rectorragies. Donc, il n'y avait pas cette histoire infectieuse très flagrante au début. Et on a pu objectiver une colite ulcéreuse. Vous voyez ici sur cette image des ulcérations sans intervalle. Vous remarquez ici, c'est des ulcérations sans intervalle libre, remplissant les critères d'une colite ulcéreuse. Et en poussant l'interrogatoire avec la maman, il nous a dit qu'effectivement, il y a notion, il nous a montré les photos des infections des doigts et même des infections cutanées nodulaires. J'ai envoyé les photos à Madame Benhessein sur le champ. Elle m'a dit c'est une granulomatoseptique, effectivement. Et on a pu confirmer ça par le test d'exploration oxydative qui était très effondré à 1% au DHR test. Donc, vous voyez que
Ici, ce n'est pas l'histoire infectieuse. Il y avait des infections, mais personne n'a pensé à la granulomatoseptie chronique. Mais la manifestation alarmante était cette colite inflammatoire. Donc ici, le message, c'est que devant une colite inflammatoire qui s'installe précocement, avant l'âge de 10 ans, il faut penser à faire le bilan, le panel immunitaire ou le bilan immunitaire afin de détecter parfois une immunodéficience sous-jacente. Alors, nos résultats immunologiques, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent qu'il y a une variation significative entre les trois populations. Et ici, on a centré sur les résultats de groupes de granulomatoseptiques avec atteinte digestive. Et là, on remarque que les Treg étaient significativement élevés par rapport aux deux autres groupes, par rapport au groupe granulomatoseptique chronique sans atteinte digestive et par rapport au groupe contrôle sain. Et on voit clairement ici sur ces courbes-là l'augmentation des Treg. Et puis, on a noté également en parallèle une diminution des Breg, que ce soit les B transitionnels ou bien que ce soit les B mémoire. Et on soulève la question, s'agit-il d'un déséquilibre immunorégulateur touchant ces populations dans le cadre de cette inflammation? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la littérature? Donc, on a fait une recherche bibliographique approfondie. Alors, ce qu'on a découvert, c'est qu'en cas de granulomatoseptie chronique, on a le déficit dans le complexe NADPH. Par conséquent, on a déficit des réactifs d'oxygène, ce qui va causer en fait le déficit en réactifs d'oxygène. Ça peut impacter la fonctionnalité des lymphocytes T régulateurs, et j'ai oublié ici de mettre, par altération par altération, ça a été bien expliqué par Mme Bakouri, par l'altération du FOXP3. Donc, on a une défaillance au niveau du FOXP3 qui va impacter la fonctionnalité des Treg. Et bien sûr, ça a été bien expliqué clairement par Mme Bakouri. Heureusement que sa présentation était avant la mienne. Donc, les fonctions de Treg en matière de contrôle d'inflammation. Et puis, ce qu'on a découvert aussi, c'est que ce déficit en réactif d'oxygène, ça engendre un problème de maturation des lymphocytes B au niveau des centres germinatifs. Et par conséquent, on a un déficit quantitatif au niveau des Breg qui va impacter cette sécrétion d'interleukine 10 qui a été bien expliquée par Mme Bakouri et pérenniser cette voie inflammatoire. Alors, et on soulève à partir de ces observations, on va soulever la question sur le rôle des Treg et Breg en matière comme marqueur de l'inflammation digestive dans la granulomatoseptie chronique. Mais quand même, on est limité par la taille de l'échantillon qui était réduite. On a besoin d'études des études sur large cohorte pour bien confirmer ce mécanisme. Alors, je vais passer. Donc, le message ici, c'est il faut penser à tester ces populations. Il faut aussi, on a testé ça sur le plan quantitatif, mais on n'a pas testé ça sur le plan fonctionnalité. C'est intéressant de compléter aussi l'étude par étude fonctionnelle des Treg et Breg. Et le deuxième message, c'est devant une colite d'installation précoce, il faut penser à un déficit immunitaire. C'est important. Alors, deuxième, toujours dans le cadre de l'altération des défenses de la muqueuse, et on va détailler un déficit immunitaire qui est aussi retrouvé dans notre série, c'est le déficit en XIAP. Et en fait, XIAP, c'est quoi? C'est une protéine essentielle pour la réponse immunitaire, surtout innée, via ce récepteur node 1 et node 2, et aussi ça joue un rôle très important dans l'apoptose. Il empêche la mort cellulaire. Elle a le rôle anti-apoptotique. Donc, son déficit est incriminé dans ces colites inflammatoires précoces, dans 20%. Et associé à ces colites inflammatoires, on peut avoir un syndrome d'activation macrophagique, HLH, essentiellement déclenché par des infections à Epstein-Barr virus. D'accord? Donc, un cas, on va illustrer ça, un cas dans notre série. Ce jeune qui a été d'ailleurs transféré par l'équipe de professeur Bousfeha. Il y a Madame Amzoui qui m'a contacté un jour pour me dire j'ai un enfant qui a une alternance diarrhée-constipation avec une atteinte, quand vous remarquez ça, avec une atteinte anopérinaire qui est délabrante. D'accord? Et
elle a pensé à une colite inflammatoire. Elle m'a dit que, bon, j'ai donné un traitement de constipation, parce qu'elle avait aussi la constipation, mais ça ne marche pas. Alors, et dès qu'on a fait la coloscopie, on a trouvé ces lésions, regardez ici, ces lésions aftoïdes séparées par un intervalle de muqueuse saine et remplissant les critères de la maladie de Crohn. Donc, cet enfant est là une maladie de Crohn. Mais associé à cela, on a remarqué quoi? On a remarqué qu'elle a une atteinte psoriasique qui est étendue et aussi une atteinte folliculaire, une atteinte nodulaire au niveau du dos et puis disséminée au niveau de tout le corps. Et cet enfant, elle a comme antécédent un syndrome d'activation macrophagique répétée suite à des infections à Epstein-Barr virus avec une charge élevée. Donc, ça regroupe l'orientation vers ce déficit immunitaire, déficit anxiable, et effectivement, on a pu confirmer ça grâce à la génétique. Donc, aussi, c'est une colite d'installation précoce, ça a commencé à l'âge de 5 ans. Certes, on n'avait pas les signes d'alarme, la diarrhée glérosanglante, mais on avait cette atteinte anopérinéale qui est délabrante. Regardez ici, on a même fait un drain, un séton qu'on l'a mis pour drainage parce qu'elle a fait des collections purulentes périanales récidivantes. Et malgré cela, l'évolution n'était pas favorable. Donc, c'est un malade qui pose un problème de prise en charge. On a démarré le traitement classique de la maladie de Crohn. Ça n'a pas donné des résultats, la corticothérapie, les immunosuppresseurs classiques. Puis, on a passé à une biothérapie classique, ce qu'on donne, c'est les anti-TNF. Ça n'a pas donné également des résultats. Et actuellement, on tente une deuxième biothérapie, les anti-interleukines 12 et 23, espérant qu'ils vont donner un résultat, mais le traitement reste la greffe de la moelle pour la guérison. Donc, on a détaillé l'altération de la fonction phagocytaire, on a détaillé aussi l'altération de la barrière intestinale qui représente un des facteurs importants. Maintenant, on va passer à l'altération de la fonction adaptative, l'altération de la fonction des lymphocytes B et T. Et on va prendre un exemple de cette altération, notamment le déficit en carmine. Le déficit en carmine, là, on a un problème du signal CD28 qui est essentiel à l'activation des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T, ils ne vont pas fonctionner normalement et on aura une diminution des lymphocytes T qui va impacter aussi les T et qui va impacter les lymphocytes B ultérieurement. Donc, et on va prendre un exemple dans notre série. Tout le monde connaît, les praticiens connaissent la fameuse patiente Kenza, qui a cette atteinte qui était adressée par Mme Eilel à l'âge de 9 mois pour une colite inflammatoire sévère, pour une diarrhée sanglante associée à une atteinte psoriasique qui est étendue. Donc, dans le temps, on n'avait pas un diagnostic génétique. On avait juste cette histoire de diarrhée glérosanglante. Et regardez, on complète par la coloscopie et on remarque qu'elle a c'est des ulcérations très creusantes. Regardez, ici, vous voyez même le peu. Et c'était étendu, avec une atteinte anopérinéale. Je ne sais pas ce que j'ai l'atteinte ici anopérinéale, avec une atteinte anopérinéale délabrante. Donc, et on a essayé aussi les traitements classiques, ça n'a pas marché. Actuellement, elle est sous deuxième classe de biothérapie. Alhamdoulilah, il évolue bien et répond bien également au traitement nutritionnel. Donc, voilà, ça ce qui concerne les trois principaux mécanismes impliqués dans les colites inflammatoires précoces. Maintenant, on va voir juste des exemples dans notre série. Ici, par exemple, c'est une fille que vous connaissez très bien, l'équipe de l'immunologie, Khadija Mehfad, qui a une colite aussi très sévère qui débute à l'âge de 9 mois. Et regardez ici, elle a une atteinte cutanée, marquée essentiellement par l'hyperpigmentation. La biopsie cutanée n'était pas spécifique. Elle a aussi des anomalies dentaires. Elle a cette atteinte anopérinéale qui est très délabrante, comme le déficit anxiable. Et là, j'ai pas les photos sur sa coloscopie, mais elle a aussi des ulcérations coliques. Et sur le plan anapathe, elle a une maladie de Crohn. D'accord? Donc, c'est une maladie, c'est un trouble monogénique. Le bilan immunitaire était strictement normal, était fait et refait, effectivement. Et même la génétique était normale. Ça suggère la possibilité que ce soit un nouveau variant dans le cadre des troubles monogéniques qui ne sont pas connus. Alors, ici, par exemple, deuxième exemple aussi dans notre série, ça, c'est une fille qui est admise aussi à un stade précoce, c'était à l'âge de 7 ans. Que Mme Benhassan connaît très bien. Alors, elle fait des infections cutanées, elle fait une atteinte cutanée délabrante au niveau de tout le corps et essentiellement au niveau des extrémités avec du pyoderma gangrenosum, ce qui est ici noir. D'accord? Avec une atteinte osseuse aussi, elle a une ostéomyélite multifocale
aux scintigraphies. Il fait des fractures osseuses d'une manière répétée. Et sur le plan atteinte colique, regardez ici, on a une atteinte pancolique étendue. Je viens de refaire l'endoscopie il y a une semaine, et là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'intervalle sain dans la muqueuse colique. Elle a une pancolite sévère. Chez cette fille, effectivement, la même chose que Khadija, on a fait le bilan immunitaire, on l'a refait, qui est strictement normal. On a écarté la granulomatocytique chronique, on a écarté aussi un déficit combiné. Et récemment, on était étonné par sa génétique qui était strictement normale. Donc, ça suggère aussi la possibilité qu'il soit un nouveau variant dans le cadre des troubles monogéniques. Ça aussi, c'est une colite très précoce. Dans notre série, l'étiologie n'est pas encore identifiée. Regardez ici l'atteinte anopérinéale qui est très délabrante, avec une atteinte muqueuse aussi très, très sévère. Alors, notre série est composée actuellement de 30 cas de colite inflammatoire précoce. Donc, dans 50%, nous avons pu identifier une anomalie liée liée au déficit immunitaire. Donc, dans 26%, on a la granulomatocytique chronique, et dans les autres cas, regardez ici, on a 3 troubles monogéniques, le déficit en carmyle, le déficit en LRBA, donc la fille qui fait les pneumopathies à répétition, elle a aussi une colite type Crohn, le déficit en XIAP et aussi une maladie inflammatoire type FMF, et un cas d'agamaglobulinémie et un cas de déficit immunitaire comme un variable. Dans 50%, l'étiologie est en cours d'identification. Alors, dans notre série, on a comme antécédent, on a trouvé dans notre série un taux de consanguinité élevé, 40%, des antécédents d'infection pulmonaire dans 30% des cas, antécédents d'infection gastro-intestinale 10% et antécédents d'infection méningée dans 5% des cas. La diarrhée était essentiellement diarrhée glérosanglante dans 43% des cas. Alors, nous avons signalé les signes extradigestifs, et dans la majorité des cas, c'était des signes articulaires suivis par les signes cutanés. Alors, l'atteinte anopérinéale était prédominante dans 55% des cas, type ulcération périanale, comme je vous ai montré les photos. Alors, il y avait un impact nutritionnel très évident, une sévère malnutrition qui a été signalée dans 50% des cas, avec un retard de croissance dans 35% des cas. Alors, en gros, quelle est la présentation de ces colites inflammatoires précoces? Ils sont marqués par une diarrhée qui est sévère, qui ne répond pas au traitement classique. Également, quand vous avez remarqué une atteinte périnéale qui est sévère, et un élément important, pratiquement trouvé chez tous les malades, c'est les manifestations extradigestives, notamment peuvent être cutanées, anomalie des cheveux, syndrome d'activation macrophagique, comme on a vu chez le grand enfant. Et cette présentation clinique doit nous inciter à établir un bilan immunogénétique large. Donc, je conclue par dire que c'est des formes sévères, il y a une prédominance des formes extradigestives, il y a une nécessité absolue d'un bilan immunogénétique. Donc, devant une forme précoce, il ne faut pas la traiter comme une forme classique, parce qu'il y a le risque de résistance et même d'échec thérapeutique. Donc, l'endoscopie, c'est important de faire un bilan endoscopique. Ça va nous donner une idée sur le pronostic, sur l'étendue des lésions, sur est-ce que c'est des lésions, et ça va nous donner aussi une idée sur les modalités thérapeutiques. Donc, le traitement doit être personnalisé chez ces malades, parce que ça dépend étroitement de l'étiologie, et on a vu les déficits, les troubles monogéniques avec nécessité de la greffe de la moelle. Alors, je vous remercie. Merci.